Donc c'est à moi. Ben voilà, moi je suis Patrick Scheder, donc je suis pianiste. C'est mon métier, hein, et j'ai toujours gagné ma vie en jouant du piano. Et depuis 10 ans, je fais des spectacles sur le thème de la biodiversité, de l'écologie, dans des parcs, des jardins, des espaces naturels. Je joue la plupart du temps dehors et on alterne musique et texte sur ça. Et pour dire les textes, alors il y avait aussi bien des acteurs comme Jean Caudreau ou Denis Podalides, mais aussi des activistes, entre guillemets, que vous connaissez sûrement, comme Alain Bougrain-Dubourg, le président de la LPO. Et plus récemment, j'ai aussi créé un spectacle, Éloge de la forêt, dont on parlera tout à l'heure, et on passera un teaser avec Thomas Bryce, vous savez, cet homme qui monte dans les arbres pour les défendre et qui lutte contre la 69. Et du coup, c'est en montant ces spectacles que j'ai découvert, puisqu'on alterne musique et texte, qu'il y avait plein de textes, mais absolument fondateurs, renversants et géniaux, datant pour beaucoup du 19e siècle, à partir des années 1850, qui parlaient déjà d'écologie avant l'heure. Et notamment, j'ai découvert, il y a 4 ans maintenant, un texte qui avait été complètement oublié de George Sand, qui a sauvé la forêt de Fontainebleau de l'abattage, en fait. La forêt de Fontainebleau en région parisienne, puisqu'il y a plusieurs franciliens que vous connaissez, bien sûr, était menacée d'être rasée ou largement amputée, ou du moins ses chaînes remplacées par des pins qui étaient de meilleur rapport dès les années 1830. Donc c'est une vieille histoire. Et cette forêt a été sauvée grâce exclusivement aux artistes. Alors d'abord, il y a eu ce qu'on appelle les peintres de Barbizon, qui étaient les premiers peintres en plein air, juste avant les impressionnistes, qui se sont battus pour cette forêt. Et leur meneur, c'était Théodore Rousseau, qui a créé finalement dans le petit village de Barbizon, qui est en nord de la forêt, une véritable ZAD d'artistes. On a eu jusqu'à 400 peintres qui sont installés là et qui sont entrés en résistance par rapport au roi Louis-Philippe, qui abattait les vieux chênes pour les vendre, il a besoin d'argent, et qui les remplaçait par des pins. Et puis finalement, Louis-Philippe a commencé à reculer, il a dû aller couper ailleurs, etc., mais c'était pas très très net. Et arrive ensuite, après la révolution de 1848, le futur Napoléon III, qui, donc les peintres le sollicitent en disant Majesté, il ne faut pas couper ces arbres, ils sont majestueux, utiles, nécessaires, en plus c'est des êtres vivants, etc., etc. Ils sont bien tombés parce que Napoléon III était très sensible à ce qu'on appellerait maintenant, par exemple, la nature en ville. C'est lui qui a fait construire les grands parcs parisiens intramuros et aussi en périphérie comme le bois de Boulogne, etc. Et puis, c'était aussi pour des raisons d'hygiène tout simplement, puisque il avait été en exil en Angleterre pendant de nombreuses années, pendant le règne de Louis-Philippe. Il s'était rendu compte que les parcs, les espaces verts, on dirait, permettaient de limiter la propagation des pandémies. Il a donné raison aux peintres, et du coup, il a pris en 1861 un décret impérial, donc 1861, en août 1861, et il a sanctuarisé pour la première fois au monde 1000 hectares de forêt. Donc c'était une première mondiale qui a ensuite inspiré notamment les États-Unis pour le parc de Yellowstone en 1872. Et justement, c'est là qu'arrive George Sand en 1872, puisque vous savez qu'on avait perdu la guerre de 1870, on devait 5 milliards or à l'Allemagne, ce qui est énorme, et tant qu'on ne payait pas, les Allemands restaient sur le sol français. Donc, c'était maintenant une république, hein, Napoléon III avait été déchu. Un public dit, bah, écoutez, on sait bien que c'est protégé, mais dommage, on a besoin d'argent, on va raser. Et là, George Sand a écrit une tribune incroyable de 10 pages qu'on a rééditée récemment dans les éditions Relief, une très belle édition illustrée, une véritable tribune écologique, donc, dans laquelle elle dit que oui, certes, il faut défendre les arbres parce qu'ils sont beaux et la beauté est nécessaire à la vie, mais elle va plus loin, elle dit, mais au-delà de l'art, il y a la vie, c'est-à-dire si on abat les arbres, tout simplement, l'atmosphère va s'assécher. Elle parle déjà d'épuisement des ressources naturelles, que peut-être un jour on aura la fantaisie dramatique de vouloir modifier artificiellement le climat, etc. C'est-à-dire qu'elle s'exprime en des termes tellement contemporains, elle parle même de la disparition de l'Amazonie, alors qu'on est en 1872, qu'on croirait volontiers que ce texte a été écrit, c'est une tribune dans l'IB, enfin, une longue tribune dans l'IB. Donc tout ça m'a fait beaucoup réfléchir, et parce que en fait tous mes amis qui étaient plus versés que moi à l'époque dans l'écologie ignoraient totalement ce texte, et il y en a beaucoup d'autres que j'ai découverts. Donc je me suis dit qu'au fond, c'était très intéressant pour deux choses. D'abord parce que
Dans l'ADN de la culture française, les artistes ont été véritablement à l'avant-garde de la défense du patrimoine naturel, ça c'est certain. Les scientifiques sont arrivés seulement après. Et puis aussi parce que ça montrait, au travers de ces nombreux exemples, je pourrais en citer une dizaine très très facilement, qu'au fond, la France avait été pionnière dans cette histoire-là, et que l'art peut avoir un moyen de pression, finalement, l'art peut être un influenceur, entre guillemets, aussi efficace que parfois la science ou la politique pour faire passer des messages. Donc de fil en aiguille, je me suis dit, au fond, l'écologie est dans l'ADN de notre culture. Et c'est là que, à la sortie du Covid, ayant eu le temps, comme beaucoup, de réfléchir enfermé chez moi, parce qu'il n'était pas question de donner des concerts à ce moment-là, j'ai eu une idée, je me suis dit, on va créer un mouvement qui s'appelle l'écologie culturelle. Culturelle à cause de cette filiation que je vous ai expliquée. Et très rapidement, c'est-à-dire tout s'est fait en 3 semaines. J'ai rencontré mon binôme actuel qui est Nicolas Escache, qui dirige Sciences Po Caen, un campus de transition qui dépend de Sciences Po Rennes. Et une troisième personne qui est Pierre Gilbert, qui est un peu le bras droit de Gaël Giraud, que vous connaissez bien sûr. Et on a écrit très rapidement, au bout de 3 mois qu'on se connaissait, un premier manifeste d'écologie culturelle. Un deuxième est arrivé l'année suivante, un troisième. Donc on a écrit finalement 3 livres en 3 ans. Et on va en sortir un quatrième, cette fois-ci qui est beaucoup plus qu'un manifeste, qui est un véritable livre de 200 pages, qui va paraître fin mai, que j'ai coécrit avec Nicolas Escache, et puis avec l'ADEME, avec Valérie Martin, qui est la chef du mobilisation citoyenne et de la communication d'ailleurs au niveau central. Donc c'est allé très très vite finalement, et on a voulu développer une voie assez originale, c'est-à-dire moi je ne suis pas influenceur de métier, et je ne compte pas du tout l'être, je suis que artiste au fond, je suis que pianiste, et c'est ce qu'on défend dans le dernier livre. On pense que l'avenir est beaucoup à ce que chacun défende l'écologie dans son métier. Moi, au piano, je travaille avec Thomas Braille, il monte dans les arbres, pas pour se faire remarquer, mais parce que c'est juste son métier, vu qu'il est arboriste grimpeur. Il gagne sa vie aussi avec ça. Et je pense qu'il faut qu'il y ait une écologie du plombier, une écologie du policier, du juge, que sais-je. À chacun son écologie. Et donc là, ça devient culturel, pas seulement au niveau artistique, mais au niveau culture beaucoup plus large. C'est-à-dire la façon dont est gérée notre société, les lois, mais aussi nos habitudes dans le quotidien le plus banal. Je dirais la façon de s'habiller, la façon dont je vous parle aujourd'hui, si on mange ensemble, ce qu'on va manger, etc. Tout est culturel. Et au fond, c'est ce que le libéralisme et le néolibéralisme ont très très bien compris, c'est-à-dire il n'y a pas besoin de lire une grosse thèse sur le néolibéralisme pour le vivre au quotidien, puisqu'on le vit au quotidien. Il semblerait qu'on le respire dans l'air sans qu'on ait besoin d'avoir fait des études pour ça. C'est une réalité. Donc, ça a été une grande intelligence, finalement, du néolibéralisme que de s'immiscer dans le quotidien, et je dirais même dans l'intimité des gens. C'est très, très important. Alors après, les résultats sont contestables, mais c'est certain qu'il y a une longueur d'avance par rapport à ce que parfois on combat, d'avoir su, d'une manière très pragmatique et juste, finalement, prendre en compte la psychologie des gens. Et donc, notre analyse, finalement, dans l'écologie culturelle, c'est de dire oui, la science a raison, et alors quoi? Parce qu'une fois qu'on a raison, c'est pas pour ça qu'on est écouté, c'est pas pour ça qu'on est entendu. Et c'est là aussi qu'intervient l'écologie culturelle, c'est-à-dire comment faire passer un message, en espérant qu'il soit bon, de sorte que chacun puisse se l'approprier, que ça ne reste pas un genre de spécialité, un genre d'entre-soi, des gens de Sciences Po, tous ceux qui sont CSP+, il pourrait aussi y avoir un entre-soi des pianistes, que ça, il y a beaucoup d'entre-soi qui existent. Et on pense que l'écologie mérite mieux que ça. Bien sûr que elle est à l'origine faite par des artistes, et puis peu après par des scientifiques. Ok, ça part toujours d'un groupe humain quel qu'il soit. Mais la volonté, je pense que vous la partagez avec moi, c'est que ça soit plus largement partagé. Et on pense à ce niveau-là que la culture est très très importante parce qu'elle permet aux gens qui s'y connaissent pas, tout le monde n'est pas censé connaître le rapport du GIEC ou le comprendre, ou même l'aimer, au fond. On a le droit aussi. Mais comment s'approprier ces choses qui seraient bonnes pour nous? C'est là que la culture, aussi bien le côté artistique que le côté sensible
le côté cœur finalement, que le côté usuel, comme je parlais tout à l'heure, que le libéralisme a très très bien su exploiter, doivent être mis à contribution pour faire comprendre l'écologie par plein de canaux différents. Donc on développe dans l'écologie culturelle cette multiplication finalement des canaux, moi au travers de mon art, au travers de conception de spectacles, au travers d'écriture de livres, Nicolas Escache à Sciences Po au travers de l'écologie culturelle qui est rentrée maintenant dans le cursus de Sciences Po. On est présent parfois sur certaines ZAD, etc. On se multiplie dans des endroits très très différents. Et on fait aussi beaucoup d'événements, notamment à un lieu qui est très typé à Paris, qui est l'Académie du Climat, 4000 mètres carrés, consacré à la position écologique, juste derrière l'hôtel de ville de Paris. Donc ça, c'est un lieu quand même fréquenté principalement par des gens qui sont SP+, et puis la génération Z, hein, grosso modo. Voilà, c'est pour ça que j'adore, par exemple, travailler avec des gens qui travaillent la terre. Là, je repense à Thomas Braille, justement, parce que lui, il n'est pas du tout de cette culture, parce que il habite un petit village perdu au milieu de la campagne, comme moi d'ailleurs actuellement. Quoique je sois parisien d'origine, j'habite un petit village de 600 habitants maintenant. Et ça veut dire qu'on doit être capable de toucher les gens des petits villages, et aussi les gens des quartiers suburbains, mais aussi toutes les classes sont susceptibles d'être intéressées par l'écologie. Donc finalement, tout notre effort, il va dans le fait de faire passer l'écologie, qui serait un sujet de particularisme, de particularité et un peu réservé à ceux qui s'y connaissent, un sujet de société. Moi, je suis plutôt républicain dans l'âme, mais c'est vrai que liberté, égalité, fraternité, ça parle à toutes et à tous, quoi. Il n'y a pas besoin là non plus d'avoir fait des études pour avoir envie d'être libre. Il n'y a pas besoin d'avoir fait des études pour souhaiter que le monde soit plus égal, qu'il soit plus fraternel. Donc, je pense que écologie, alors je pense que écologie, c'est peut-être un mot qu'il faudra dépasser, il faudra peut-être trouver un autre mot, mais en tout cas, ce qu'on appelle actuellement l'écologie doit devenir un sujet de société au même titre que ce triptyque républicain français. Donc, pour faire ça, j'ai parlé du côté influence, si je puis dire, au travers des spectacles, de ce qu'on écrit, des cours, etc. Et on a développé depuis 2 ans maintenant tout un réseau qui s'appelle les maisons d'écologie culturelle, qui sont des lieux, alors il y en a qui sont dans des grandes villes, mais ils sont largement minoritaires. L'Académie du Climat, par exemple, est devenue maison d'écologie culturelle. Sciences Po Caen est devenue maison d'écologie culturelle. Et en fait, la plupart des autres maisons d'écologie culturelle, c'est dans les campagnes, dans des milieux vraiment très très ruraux, ou dans des petits villages, ou dans des petites villes moyennes, etc. Et on cultive et on diffuse ce que j'appellerais une écologie, c'est un mot qui est très à la mode actuellement, des territoires, c'est-à-dire au plus près des citoyennes et des citoyens. Pourquoi? Parce que c'est assez cohérent, je crois, avec ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Il existe déjà une écologie descendante, c'est-à-dire de ceux qui savent, admettons les scientifiques ou les gens informés, ou moi, vers ceux qui ne savent pas. OK. Et je pense qu'il faut un double mouvement. Un peu comme la sève qui monte dans l'arbre à un certain moment de l'année, comme en ce moment, et qui descend ensuite dans la terre au moment d'hiver. L'écologie doit avoir ce double mouvement. Et moi, je plaide beaucoup pour une écologie qui soit ascendante, c'est-à-dire qui parte du terrain, de chez n'importe qui. En fait, n'importe qui est très, très précieux, parce qu'il y a beaucoup plus de n'importe qui que de gens informés. Et je suis très heureux, moi, de me situer parmi ceux qui sont n'importe qui, au fond. Le citoyen lambda, et avec un esprit partagé, finalement, et ces idéaux, finalement, qu'on peut partager, comme ça a été le cas avant la révolution de liberté ou d'égalité, etc. L'écologie peut devenir un idéal partagé dans le cercle familial, dans le noyau familial, puis avec ses voisins, puis au niveau de la commune, du canton, etc. Une écologie remontante qui, par capillarité, finalement, fait émerger des solutions qui n'ont pas toutes besoin de venir d'en haut, mais qui doivent venir aussi d'en bas. Donc pour nous, c'est une chose très très importante. Alors bien sûr, vous qui vous occupez aussi de ces nouveaux récits et des nouveaux imaginaires, vous avez compris que moi, je suis parti de vieux récits et de vieux imaginaires. Ça me paraît très très important. Et j'ai développé un concept qui est celui d'écologie en 3D, en 3 dimensions, c'est-à-dire
d'écologie du présent, je ne vais pas vous la raconter, vous l'avez vu au quotidien, qui s'associe au passé pour imaginer un futur désirable. Puisqu'effectivement, la génération Z, parfois, a du mal à voir où elle va et où va la société. Je pense parfois avec vraiment beaucoup de raisons. Si on ne sait pas où on se place, finalement, c'est très difficile de donner un sens à sa vie. Si on pense que l'écologie est tombée du ciel il y a 60 ans et qu'on est né maintenant au mauvais moment, que le futur est déjà dur, que le présent est déjà dur et que le futur sera pire, il y a peu de raisons d'espérer, c'est évident. Si par contre, on informe en disant, mais attendez, vous n'êtes pas les premiers, vous n'êtes pas les seuls, il y a des gens avant vous qui ont lutté, des gens en plus que tout le monde connaît, quoi. Parce que j'aurais pu vous parler de Victor Hugo, j'aurais pu vous parler de La Fontaine, il y a des choses incroyables, de Michelet, de grands historiens de la France au XIXe siècle. Savoir qu'on a des racines, que donc on se situe à un endroit d'une histoire, et que quel que soit le fardeau, ben, on a des antécédents, ça rend beaucoup plus fort pour imaginer un futur désirable. Parce que je ne crois pas qu'on puisse imaginer un futur sans connaître, sans avoir une analyse du présent et une connaissance certaine du passé. Et c'est quelque chose de réconfortant qui, je pense, ça c'est un premier stade, permet de se situer, donc de donner un sens à ses doutes, à ses illusions. C'est très utile, les illusions. Et donc d'imaginer le futur. Parce qu'effectivement, imaginer un futur qui n'aurait pas de sens, qui soit déconnecté, je pense que ça a peu de chances de convaincre. Donc on s'est rapproché dès le départ, en fait, hein, au bout de, je sais pas, 4 mois peut-être, dans l'écologie culturelle de l'ADEME. C'est là qu'on a fait la connaissance de Valérie Martin, que je vous évoquais tout à l'heure, qui coécrit notre 4e livre, parce que c'est elle, en fait, qui a lancé en son temps cette idée des nouveaux récits, des nouveaux imaginaires. Elle a été très, très active là-dessus. Et elle s'est heurtée à une difficulté dangereuse, en fait. C'est qu'elle a trouvé des gens qui organisaient des assemblées pour de nouveaux imaginaires, etc. Et des gens qui imaginaient, ok. Et le problème, c'est que si ça reste à l'état d'imagination, ben, ça va pas aller très loin, quoi. C'est comme si moi, en tant qu'artiste, je vous disais, j'adore par exemple le soleil qui se couche, c'est trop bien, à chaque fois qu'il se couche, je le regarde et je suis épris d'admiration. Vous me diriez, alors, puisque tu es pianiste, fais un morceau là-dessus. Je dirais, non, non, regardez, ça me suffit, quoi. On pourrait se dire finalement, à quoi ça sert qu'il soit artiste s'il ressent une chose, s'il croit à cette chose, et qu'en même temps, il n'y a aucune traduction qui puisse être comprise finalement et ressentie au niveau musical par les autres. Donc elle était un peu devant ce problème. Et quand on a donc évoqué les maisons d'écologie culturelle, il est vrai qu'elle a tout de suite adhéré. Et donc c'est tout récent, hein, depuis 3 semaines, on a eu une décision de l'ADEME et l'Office français de la biodiversité qui nous accompagnent pour multiplier les maisons d'écologie culturelle. Actuellement, il y en a 10. L'idée, c'est que d'ici un an, on arrive à peu près à une quarantaine. Je pense qu'on arrivera sans trop de difficultés. Et faire ainsi un maillage territorial, vraiment aux 4 coins de la France. Et il y aura aussi des choses, je pense, à l'étranger, notamment en Algérie, en Belgique et en Suisse, pour mieux faire comprendre finalement ces données-là sur les territoires, être à la portée finalement des gens. Moi, j'habite un milieu très très rural, mais j'habite aussi un pays où Georges Sand avait son château à 70 km de chez moi. Donc il y a plein de liens finalement qu'on peut créer avec les maisons d'écologie culturelle qui nous sortent d'une vision d'écologie d'exception, exceptionnelle finalement, qui serait le fait de gens très très avertis, très illuminés, prophétiques, etc., pour aller vers une écologie qu'on peut toucher du doigt finalement et qu'on peut donc s'approprier et qui est incarnée finalement avec des gens qui sont en proximité. On pense que le futur de l'écologie, c'est celui-ci. L'exception sera toujours utile de temps en temps, mais en fait, après l'application sur le terrain, ce sera, comme je l'appelais tout à l'heure, la banalité bienfaisante du quotidien. C'est là qu'on verra si ça a marché ou si ça n'a pas marché, c'est-à-dire la loi de la majorité, tout simplement. Donc voilà, pour vous brosser en quelques mots ce que je fais. Pour revenir au côté artistique, donc j'ai créé ce spectacle Éloge de la forêt l'année dernière, en juin dernier, il y a un peu moins d'un an. Là, j'en crée un autre qui est autour de l'écologie en chantant, qu'on va donner d'ailleurs la toute première devant l'Académie du Climat au moment de la Nuit Blanche. Et voilà, il n'y aura que des chanteuses, que des chanteurs. L'idée, c'est quand même qu'on donne envie aux gens, quoi, d'adhérer à l'écologie.
puisque c'est très très délicat. Je veux dire, je fréquente que des gens qui sont activistes, pour ainsi dire, et qui souvent font un burn-out ou même 2 burn-out par an. Donc c'est un vrai souci. Je veux dire, l'idée de l'écologie, c'est pas que les gens s'autodétruisent. Sinon, quel message on va envoyer aux gens qui nous regardent, quoi. Donc c'est difficile, bien sûr, à assumer cette partie contradictoire, paradoxale du moment qu'on vit. Et je crois que c'est nécessaire. Encore une fois, on n'est pas les premiers, on n'est pas les seuls, on ne sera pas les seuls. Et l'idée, c'est de reprendre le flambeau, finalement, et de le porter plus loin avec le génie que chaque génération peut avoir. La mienne, moi j'ai 65 ans. Ma génération n'a pas été très géniale sur l'écologie. Ceux qui sont plus jeunes, je pense que c'est surtout vers vous que le génie doit abonder. Mais en vérité, j'en suis certain, c'est vraiment une histoire intergénérationnelle. C'est pas la génération Z ou les gens comme moi ou une fraction de la population qui va sauver le monde. Ce sera tous ensemble, ce ne sera pas un petit groupe avec peu de pouvoir et peu de représentativité. Donc, c'est, comme dirait un célèbre mouvement, c'est notre affaire à tous. Voilà. Et qu'elle soit aussi sensible à cette affaire et qu'elle permette de dessiner des projets de vie, incluant l'écologie et allant au-delà pour imaginer le futur, me semble vraiment un sujet éminemment culturel. Les scientifiques font leur part, les influenceurs font leur part, nous on fait notre part. Voilà où on en est pour l'instant. On est intervenu d'ailleurs à l'univers Shifté, ça devait être il y a 3 ans ou presque maintenant, quand c'était à Nantes. Et là, je vais réintervenir le 8 juin. On est invité, vous savez que ça sera à Montpellier. J'y serai justement pour parler des liens entre culture, art et écologie. Et j'ai invité Thomas Braille à venir avec moi parce que c'est intéressant de confronter ce que je dis avec le terrain, avec la 69, avec des sujets extrêmement concrets. Voilà, donc ce que je peux vous transmettre. Après, je pense que c'est super intéressant que vous me posiez des questions, quoi, parce que je suis pas là pour faire un cours. Voilà. Je suis même plutôt un peu allergique aux cours. Il n'y aura rien de tel, justement, pour convaincre sur l'écologie que d'avoir un rapport personnel, un rapport intime, un rapport direct, et pas un rapport exclusivement intellectuel. Peut-être que la force de l'art, c'est ça, au fond, c'est d'être à la fois intellectuel, certes, parce que pour composer un morceau ou une pièce de théâtre, ça demande une longue réflexion, une longue maturation, mais aussi ensuite s'incarner dans la matière, c'est-à-dire pas rester à l'état intellectuel, mais en faire un objet, finalement, physique, pour ainsi dire, sonore, visuel, etc., qui existe et qui devient un sujet de réflexion. Voilà, c'est un peu le miracle de l'art. Je pense qu'au fond, beaucoup de gens peuvent toucher l'écologie par ce biais sensitif qui tient beaucoup à l'intuition. Et voilà. Je pense qu'il y aura des questions. Peut-être que tu vas vouloir, Christophe, passer le trailer là de Ouais, carrément. Je peux faire ça, ouais, si tu veux. Moi, ça me donne envie de te poser beaucoup de questions sur les maisons, comme on en parlait, mais je vais peut-être d'abord passer le film, effectivement, si tu veux. Avec grand plaisir, ouais. Alors, voilà, c'est ça. Tac. Donc là, c'était filmé le 1er juin 2024 devant l'Académie du Climat. Alors, c'est un spectacle, Éloge de la forêt, qui dure 45 minutes, c'est pas très très long. Vous verrez, il y a de la musique, il y a du sound design. Moi, je travaille avec le compositeur de Damso. Il y a de l'acrobatie, il y a du théâtre, il y a un homme qui descend du balcon, on rappelle, il y a une bétonnière. Voilà, je vous laisse tout découvrir parce que c'est un melting pot de beaucoup de sensibilité. C'est parti. Je veux vous dire d'abord quelque chose ce soir devant ce bâtiment hautement symbolique.
l'industrialisation n'est pas un modèle viable, elle est destructrice. Elle n'est très certainement pas la solution si nous ne voulons pas que cette planète devienne un four. Je ne suis ni militant, ni activiste, ni quoi que ce soit. Je suis papa d'un petit garçon de 6 ans, arboriste grimpeur de profession et citoyen du monde. En somme, je suis comme vous. C'est pourquoi je veux m'adresser à toutes celles et ceux qui veulent agir maintenant. Je vous le dis clairement, n'attendez plus. Le jour d'espoir est arrivé. Le jour d'espoir est arrivé. Le jour d'espoir est arrivé. Allons enfants de toute patrie. Le jour d'espoir est arrivé. Le jour d'espoir est arrivé. Le jour d'espoir est arrivé. Allons enfants de toute patrie. Le jour d'espoir est arrivé. Bravo. C'était rapide. Est-ce que tout le monde a bien pu voir le film? Ouais, félicitations. Oui. Oui, bravo. C'était un tout petit teaser, quoi. Voilà, c'est un trailer exactement. Mais je vous invite à le revoir. On le joue une douzaine de fois cette année. Moi, je me posais des questions sur les fameuses maisons. Comment, quand on va sur le site, on voit qu'il y a des espèces de, il y a un groupe d'experts qui viennent, comment c'est marqué, Un comité de pilotage. Conseil technique, culturel et scientifique. Je voulais savoir, du coup, comment un lieu peut décider, peut devenir une maison membre de ce réseau, et quel est le lien du coup avec la maison mère, j'imagine. Je sais pas comment on dit. Alors, en fait, il n'y a pas vraiment de maison mère. La maison mère, c'est ce qu'on a écrit, ce qu'on enseigne, et c'est un work in progress, en fait, le travail intellectuel qu'il y a. Il faut savoir que les 10 maisons qu'on a actuellement, on n'a jamais lancé un appel du genre « devenez une maison d'écologie culturelle ». Ce sont des gens qui, par hasard ou par volonté, sont tombés sur nos manifestes, ou qui m'ont vu à la télé, ou qui nous ont entendus à la radio. Il y a plein de canaux différents. Et nous entendant parler ou nous lisant, se sont dit, tiens, ce qu'ils disent, c'est très parallèle à ce qu'on fait. Ils ont pris contact avec nous. Et généralement, ces lieux-là, ce sont des associations ou des municipalités qui, depuis 10, 15 ans, parfois 20 ans, font un travail sur les territoires très, très profond. Je prends par exemple, à côté de Rennes, il y a un village incroyable, je crois qu'il y a 600 habitants, et il y a 17 libraires, c'est le petit village de Becherel, c'est une vraie cité du livre. C'est une association qui s'appelle Regard de Môme, que vous retrouvez sur le site, voilà, où ils travaillent sur le terrain depuis 20 ans, en ouvrant leur jardin, en créant des spectacles, mais aussi en fabriquant des contes, en donnant des cours de plein de choses, de permaculture, etc. Enfin, c'est très, très diversifié. Voilà, c'est des gens comme ça qui, pour la plupart, je pense aussi à la ville de Muttersholtz. Alors, Muttersholtz, c'est très, très différent parce que c'est une ville qui fait 3000 habitants en Alsace. Et ils ont été toujours très, très intéressés par ce qu'on appelle maintenant l'écologie. La première maison de la nature, ça a été à Muttersholtz, peu après la Seconde Guerre mondiale, etc. etc. Et ils ont été capitale française de la biodiversité il y a 5 ou 6 ans. Voilà, donc c'est des gens comme ça qui nous suivent, mais aussi un lieu tenu par un particulier, l'écolieu du Laring, qui illustre entre Pau et Biarritz, qui fait un travail remarquable dans une ancienne école, etc. Tous les cas de figure sont différents. Le Bazar Naum à Caen, parce qu'il y a 2 maisons d'écologie culturelle à Caen, il y a Sciences Po et il y a le Bazar Naum, qui n'a rien à voir avec Sciences Po. Le Bazar Naum, c'est 2 grands chapiteaux de cirque qui accueillent des gens qui veulent se réinsérer par l'art. Donc ils font notamment de la construction de décors, ils créent des spectacles aussi.
Ils s'occupent des personnes déshéritées qui sont tout à côté, parce qu'il y a pas mal de migrants qui sont sous des tentes à côté. Il y a aussi pas mal de prostitution dans ce coin-là, etc. Voyez-vous, ça n'a rien à voir les uns avec les autres. Voilà. Et c'est ça, en fait, c'est très emblématique de l'écologie culturelle, c'est que c'est pas un modèle qu'on va dupliquer. L'idée, c'est pas de faire des clones de maisons d'écologie culturelle, c'est de partir d'initiatives déjà existantes, souvent implantées d'une manière durable. Le Bazar de l'Homme, je crois que ça fait 30 ans, hein, dans le territoire, qui sont d'ailleurs toujours contestés, par exemple par certains élus de la ville de Caen, hein, c'est pas toujours facile, et qui finalement, quand on regarde tout leur background, on sont arrivés à peu près aux mêmes conclusions que nous, et qui ont envie d'avancer. Donc ils pensent qu'en fait, ils ont, eux, certaines solutions qui sont liées à leur territoire, mais qui peuvent aussi une valeur plus universelle que l'application, je ne sais pas, en Bretagne ou en Normandie. Donc déjà ça, donc c'est un peu l'écologie remontante dont je parlais tout à l'heure. Et puis aussi, qui veulent communiquer entre eux, parce qu'au fond, ils font des choses très bien, chacun, comme on dit, dans leur coin, mais c'est pas forcément comme ça qu'ils communiquent. Donc, on crée des rencontres entre eux. Et puis, l'idée, c'est de réfléchir ensemble. Voilà, c'est-à-dire élaborer des projets ensemble, des programmes qui soient artistiques, qui soient culturels, qui soient intellectuels. Et par exemple, dans le nouveau livre qu'on sort dans 2 mois, il y a justement des retours d'expérience de 10 maisons d'écologie culturelle qui sera imprimé, donc vous pourrez le lire aisément. Et voilà, donc ça va se multiplier et à chaque fois, on va engager par exemple un animateur de réseau à partir du 1er juin. On va partir, je pense, de gens qui ont déjà de la bouteille. En fait, ça me paraît très très important. Et d'ailleurs, le jeune homme qui va être animateur de réseau, quoi qu'il ait que 30 ans, il a déjà pas mal d'expérience. Il s'occupait d'un pôle écologique de l'Artois dans la France qui a été dissous tout récemment parce que les élus ne s'entendaient plus entre eux. Bref, il a déjà une expérience. Ça me paraît très très important. Qu'on ne tombe pas dans la naïveté de croire qu'on va sauver le monde avec nos petits bras, mais qu'on puisse s'appuyer avec des gens qui sont des référents, chacun avec leur sensibilité, leur culture, leurs attachements. Mélanger tout ça, je pense que c'est ça la promesse démocratique, en faire un cocktail finalement, et ensuite faire des propositions qui soient un peu la synthèse de tout ça, qui peuvent devenir, d'abord qui peuvent devenir des livres, qui peuvent être des expériences à partager, qui peuvent être aussi, pourquoi pas, qui peuvent initier, pourquoi pas, des lois. Hein. On a par exemple un sénateur qui nous suit, le sénateur Rémi Cardon, qui est le plus jeune sénateur de l'Assemblée, je crois qu'il va avoir 29 ans, qui a déjà créé une maison d'écologie culturelle à Amiens, celle-ci dans un quartier plutôt défavorisé. Et voilà, on va avoir une rencontre avec les sénateurs là, le 7 mai pour la période d'écologie culturelle et voir dans les territoires comment on pourrait appliquer ça. Donc, on est en une phase de structuration, finalement. Après le succès, sans qu'on ait rien fait, on est maintenant dans une phase de structuration pour arriver à un réseau digne de ce nom. Donc, on va certainement signer une convention avec l'Office français de la biodiversité sur 3 ans, après cette année de structuration. Voilà, c'est quelque chose qui est en devenir. Donc, pour adhérer, enfin, pour être labellisé, puisqu'en fait, c'est un label, d'abord, on va voir les gens, on les écoute, on écoute leurs souhaits, on voit comment ils coïncident. Nous, à l'image qu'on se fait des choses, il y a un cahier des charges, il y a une charte, voilà. Et chaque lieu qui veut nous rejoindre, il doit aussi s'appliquer à avoir une programmation culturelle, qui n'est pas à se dire, pas forcément faire des spectacles, hein, même si effectivement tous en font, mais ce n'est pas du tout une obligation. Culturelle dans le sens que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire pédagogie finalement de l'écologie sous des formes sensibles et parfois aussi des formes techniques. Donc voilà, on est en train de créer une plateforme là-dessus aussi qui va permettre de recenser des initiatives, ça peut être des conférences, des ateliers ou des spectacles et les partager à toutes les maisons pour voir si ça les intéresse, etc. C'est vraiment un travail de structuration qu'on est en train de faire. Donc, pour adhérer, pour être labellisé, ben, il suffit de partager des valeurs, finalement, et d'être déjà effectif dans sa région, et puis vouloir aller de l'avant ensemble. Voilà, comment on devient une maison d'écologie culturelle. Bah, merci beaucoup. Hein. C'est super, pourvu que ça se tisse, effectivement, dans plein de lieux, comme tu disais là, à un moment, de souhaiter que ça soit partout en fait et que ça recrée une démocratie autrement. Bah, en fait,
il y avait il y avait le concept qui existait déjà. Ce qui est très intéressant que je peux vous raconter, par exemple, c'est le process qui a été en cours avec l'Office français de la biodiversité. Je pense que ça pourrait vous éclairer sur pas mal de choses. Parce que bon, l'ADEME, on les connaît pour faire les nouveaux récits, etc. C'est pas d'hier. L'OFB, c'est différent. C'est plutôt d'hier, d'abord parce qu'ils sont tout jeunes, ça fait 4 ans qu'ils existent. Et en fait, ils avaient aidé mon spectacle Les Haches de la Forêt. Bon, ils trouvaient que c'était bien, cool, voilà. Puis j'en parle des maisons d'écologie culturelle, ils me disent ouais, ça pourrait être bien, pourquoi pas. Bon. Et puis les vacances passent, et vous savez que pas mal d'agents de l'OFB se font agresser actuellement dans les campagnes, justement, pas seulement verbalement, mais physiquement. Et là, j'ai vu une évolution extrêmement rapide de leur part. C'est-à-dire, ils m'ont téléphoné un jour en disant finalement ce que vous proposez, ça peut permettre de faire passer nos messages différemment pour être mieux compris finalement d'une manière sensible et pas seulement être vus comme les gendarmes de l'environnement. Voilà. Donc on va vous aider. Et donc du coup ils sont devenus aussi demandeurs, au minimum aussi demandeurs que l'ADEME pour qu'on crée ce réseau. Voyez-vous, il y a chacun un intérêt particulier. Moi j'ai le mien, Nicolas Cache a le sien, l'OFB en a un, l'ADEME en a un, tout ça est complémentaire en fait. Voilà. Donc c'est très expérimental ce qu'on fait. Et ça marche parce qu'on est en face de personnes finalement qui ont envie de se prendre en main. Et pour finir là-dessus, je pense que c'est très intéressant de parler du moment où il y a eu la dissolution de l'Assemblée, puisque je les connais depuis longtemps quand même les uns les autres maintenant. Et avant, beaucoup étaient... ils se laissaient vivre et ils déploraient que le climat ça aille mal, enfin un tas de choses. Bon, bref. Depuis qu'il y a eu dissolution de l'Assemblée, incroyable. Au lieu que ça les rende anxieux, je crois que ça les a libérés, en fait. Je crois qu'en fort intérieur, ils se sont dit, ça doit être le bordel. Nous, on pense qu'on a des éléments de réponse. Et puisque finalement, on ne peut plus trop compter sur la représentation nationale pour nous représenter, nous, dans nos actions, eh bien, comptons sur nous-mêmes. Et au lieu de les isoler, finalement, les affaiblir, ça les a renforcés. Donc, il se passe beaucoup de choses très intéressantes en ce moment, qui ne vont pas toujours dans le sens qu'on pourrait imaginer, d'un certain automatisme de désespoir, que sais-je, ou d'être paumés. S'ils sont paumés, ils savent retomber sur leurs pattes et se dire qu'au fond, tout ce qu'ils ont fait, ça servait à ça. Ça servait à s'en sortir, à apporter des solutions à un niveau personnel, individuel, comme à un niveau collectif. Donc, c'est ça qui est très porteur d'espoir. En fait, c'est que des gens très différents, dans des lieux différents, des cultures différentes, convergent vers ce que je vous ai exposé brièvement. Attends, je vais mettre la caméra parce que c'est quand même plus sympa. C'est peut-être là. Oui, est-ce que vous êtes en lien, bon, tu me diras que vous êtes en train de vous structurer, mais avec les arts de la rue, parce que les arts de la rue, ils ont des centres nationaux, et là je pense au Citron Jaune qui est à Port-Saint-Louis, qui est un centre national des arts de la rue et qui est très 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 tourné sur les questions environnementales, justement. D'accord. Alors, on ne connaît pas plus que ça. Le jeune homme que vous avez vu tout à l'heure virevolter sur et dans une bétonnière, même, lui, il est par exemple de l'école du cirque de Châlons-Champagne. Voilà, donc on a des liens avec cette école du cirque plus particulièrement. Mais la compagnie des arts de la rue, non, on ne les connaît pas, mais je suis super intéressé de prendre contact avec eux, c'est net, bien sûr. Moi, une autre question que j'avais, c'était par rapport au fait qu'on soit le groupe Nouveau Récit. Je me posais des questions sur est-ce que d'ailleurs les spectacles sont créés au nom de la maison de l'écologie culturelle, enfin de l'écologie culturelle, et si oui, est-ce que il y a une méthodologie, vu que nous, dans ce groupe, on est beaucoup à réfléchir sur comment s'écrivent les choses, comment s'inspirent les choses, comment on arrive à glisser le sujet du nouveau récit dans des œuvres qui n'étaient pas forcément portées là-dessus. Est-ce que j'ai l'impression que là, c'est vraiment le cœur des spectacles. Les gens viennent parce que ça va parler de l'écologie, c'est ça, hein? Non, parce qu'au moment de la nuit blanche, là, spécifiquement ce qu'on a vu tout à l'heure, on est dehors. C'est le moment de la nuit blanche qui est un moment très très festif et totalement populaire à Paris. C'est toujours au mois de juin, généralement le premier week-end. Et c'est vraiment ouvert à tout le monde parce que l'idée, est, normalement, les gens ne restent pas. Ils restent parce que ça leur plaît, mais normalement, c'est pas du tout ça le principe de la nuit blanche. C'est qu'on passe un quart d'heure par-ci, et puis ensuite, il y a tout un trajet, hein.
Ça démarre généralement vers l'hôtel de ville. Enfin, par exemple, il s'arrête avec le climat, après il remonte, il va encore ailleurs, place de la Bastille, etc. Et ils peuvent faire tout le tour de Paris comme ça jusqu'à 2-3 heures du matin, des spectacles qu'ils donnent du coup plusieurs fois sur les mêmes endroits. Donc c'est un public absolument tout venant, en fait. C'est un public populaire. Là, il y avait certainement des gens qui s'intéressaient à l'écologie, bien sûr, c'est évident, mais très très loin que ce soit que ça. Il y avait aussi des gens qui comprenaient rien, parce qu'il y avait des Chinois, par exemple, qui avaient les yeux écarquillés comme ça et qui sont restés de A à Z, qui ont même participé, enfin assisté aux 2 représentations. C'est Paris aussi, c'est un lieu hyper touristique. Là, on est vraiment au bord de la rue de Rivoli, derrière l'hôtel de ville. Voilà, donc c'est très très populaire. Et c'était vraiment ça l'idée. C'est que l'Académie du climat, quand on joue à Intramuros, dans les 4000 m², c'est réservé une sorte d'élite de l'enseignement. Et quand on joue dehors, on est livré à tout le monde. Et moi, c'est ça que je préfère largement. Et le principe même de l'âge de la forêt, c'est de dire il faut que ce soit tellement beau, séduisant, bizarre, étonnant, que même celui qui a horreur de l'écologie va écouter quand même parce qu'il trouve que c'est beau. Voilà. Et à la rigueur, il va entendre des choses que jamais il passerait même une minute à aller entendre. Sur, je sais pas, la bétonisation des sols, que sais-je, ou sur Thomas Braille qui monte aux arbres. Voilà. Donc c'était de séduire tout le monde, voilà, parce que c'est vraiment ça notre objectif, c'est de ne pas faire de sélection, mais d'intéresser la société, quoi, et pas une frange de la société. Excuse-moi, je coupe le micro à chaque fois. Je disais OK. C'est bon. Ah bah tiens, Claude, je sais pas si tu vois le chat, Patrick, Claude a posté un lien. Ouais, je vais voir ça, ouais. Pour ça, du Rhône. Super, ça m'intéresse beaucoup. Merci. Hein. Ouais, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Parce que là, on est déjà... Enfin, c'est vrai que ça tourne depuis 50 minutes et c'est vrai qu'on n'a pas démarré tout de suite, mais on essaye de faire en sorte que le replay, parce qu'après on le propose sur YouTube, la rencontre, soit pas trop long. Mais je sais pas, est-ce qu'il y a d'autres questions quand même? On ne sait jamais. Je me demandais si toi-même, Patrick, tu étais investi dans soit l'écriture, soit le choix des textes des spectacles que vous créez, et auquel cas, comment vous fonctionnez? Est-ce que... Oui, alors j'écris, enfin pour l'âge de la forêt, j'ai écrit beaucoup de choses. Le texte de Thomas, non, c'est vraiment Thomas qui l'a écrit. J'écris d'autres choses, parce qu'il y a des voix off qui racontent une histoire. Là, c'était un hyper concentré. D'accord. Et puis, voilà, ouais. Donc, je suis souvent à l'écriture et aussi l'écriture de la musique, bien sûr. Ah ouais. Et ce qui est important pour moi, c'est-à-dire comment on arrive à construire, par exemple, un spectacle comme ça, c'était pas participatif dans le sens où on disait, ben voilà, on est un groupe, tiens, qu'est-ce qu'on pourrait faire? C'est pas comme ça que ça s'est passé, c'était collaboratif. Pour moi, je fais une énorme différence, quoi. Chacun a apporté son savoir-faire. Et au fond, à part moi et Thomas Braille, les autres, l'écologie, ouais, ils en avaient entendu parler, ouais, éventuellement ça les intéressait, ou peut-être même ils étaient assez indifférents, et pourtant ça leur a plu, quoi. Et c'est ça qui était important, au fond. Je pense que le spectacle était l'occasion d'exprimer des choses qui étaient à l'état latent, pour la plupart d'entre nous, on est 7 sur le spectacle, on avait vu qu'une toute petite frange. Et c'est là que c'était collaboratif. Chacun a apporté son savoir-faire. La comédienne, l'acrobate, Iman qui a fait avec moi la musique, comme je disais tout à l'heure, qui est compositeur du rappeur Damso, etc. Chacun a amené quelque chose. Et au fond, c'est parce qu'on s'entend super bien qu'ils ont été convaincus que c'était un bon moyen de faire passer ce message sur l'écologie, en fait. Donc c'est parti d'une idée, une vision, en fait. Et après, j'ai trouvé les gens qui, pas seulement partageaient cette vision, parce que ça, c'est facile à dire, mais qui apportaient leur propre vision, et c'était comme une mosaïque qui s'assemblait, quoi. Et c'est comme ça que nous, on conçoit le travail, finalement, avec l'écologie culturelle. C'est pas du suivisme, c'est pas du solutionnisme, c'est pas on va sauver le monde, c'est si le monde est à sauver, sauvons-le ensemble, et pour ça, il faut interroger chacun, quoi.
Voilà. C'est dans ce sens-là aussi que je dirais que c'est une écologie qui part, qui est remontante en fait, qui part du terrain pour remonter à différentes strates d'expression, de compréhension et d'inspiration. Il me vient une question, mais bon, c'est lié au fait que c'est un sujet qui m'habite beaucoup. C'est le nerf de la guerre, c'est l'économie, on va dire. C'est comment tout ça existe. J'imagine que tous ces intervenants, ils viennent pas bénévolement, ou alors si, justement, je me pose la question. Non. Moi, je refuse totalement que les gens viennent bénévolement parce que l'art, c'est mon métier. Donc, si je m'adresse à des gens pour qu'ils fassent de l'art, c'est pas pour leur demander de travailler gratis, quoi. Je veux dire, ça n'a pas de sens. Si on peut le faire une fois, je sais pas, on l'a fait par exemple une fois pour le GNSA de Fontainebleau, de jouer gratuitement, c'est une hyper exception. On est toujours payé, même si c'est pas énorme. Mais d'abord, moi, j'ai d'autres spectacles qui se vendent très bien, donc du bénéfice que je dégage, ça me permet de l'investir dans des projets comme ceux-ci, qui sont très ambitieux, mais qui ne rapportent pas forcément beaucoup d'argent. Et ensuite, il y a eu, comme je l'évoquais tout à l'heure, une aide de l'Office français de la biodiversité en 2024 et aussi une aide de l'ADEME. Et ensuite, l'Académie Climat s'occupait de tout ce qui était technique, la location du piano, l'estrade, le son, les lumières, etc. C'est eux qui l'ont payé. Voilà. Donc, c'est une collaboration aussi à ce niveau-là. C'est un gros taf de prod quand même. Du coup. Oui, mais ça se passe beaucoup par les relations humaines, en fait. Voilà. C'est-à-dire que, certes, l'association qui défend des projets, ils sont producteurs de spectacles, mais je veux dire, c'est pas comme si on faisait tourner à Nakamura, quoi. C'est pas la même chose. Ouais. Voilà. On n'est pas sur le même objectif, on est sur autre chose, et finalement, ça marche, quoi. Bon, après, je veux dire, c'est aussi des heures et des heures par jour de passer au téléphone pour convaincre, etc. Mais bon, ça fait partie du boulot pour moi, quoi. Je ne vais pas du tout m'en plaindre. C'est comme ça aussi, parce que c'est moi qui fais ce travail, que je vois au jour le jour comment c'est dans les municipalités, les problèmes d'argent, etc. Ou les volontés politiques. Voilà, c'est très important. Moi, j'ai besoin de connaître le terrain pour m'inspirer dans ma réflexion, dans ma création et aussi dans ma réflexion intellectuelle. C'est comme ça que je me situe. Trop bien. Trop bien. Animé par tout ce qu'il y a dans cette charte. Le manifeste. Enfin, faudrait pas parler de charte, si. Toi, tu appelles ça une charte ou pas du tout? Pour les maisons d'écologie culturelle, oui, il y a une charte. Ouais. Ouais. Ah oui, mais le manifeste, c'est. Manifeste, c'est des manifestes, c'est tout. C'est des petits livres qui font 80 pages maximum, voilà, où on développe des idées cruciales. J'en ai évoqué tout à l'heure, comme l'écologie en 3D, enfin différentes choses. Voilà. Mais, la grande question qui se pose, c'est la grande question qui se pose pour moi, qui suis aussi en milieu rural et tout ça, c'est quand, et ça n'a rien à voir avec le fait que ce soit du milieu rural, mais c'est comment, en fait, je sais pas comment dire les choses d'une manière positive. Je trouve que c'est extrêmement compliqué. Les gens, je suis moi-même comédienne, metteuse en scène. Je suis, par exemple, ce que j'ai fait pendant 3 jours, là, vendredi, samedi, dimanche, sur une forêt, un parcours forestier. Je suis très contente que ça ait super bien passé parce que justement, j'ai eu des gens auxquels je n'étais pas du tout, des gens qui ne s'intéressent qu'aux taureaux et à courir une bestiole en gardien. Bon, du coup, c'était cool, quoi. Mais quand même, comment fait-on pour toucher des gens qui sont de la culture, quoi? Tu vois, c'est super difficile, très compliqué. Vachement seul. Faut foncer, tout, et se dire tant pis, ça casse. Mais quand même, c'est pas simple. Comment je veux dire, comment travailler dans les centres commerciaux avec ça, quoi? Où sont les gens? Où sont les gens? Ils sont dans les centres commerciaux. Où sont les gens? Ils sont dans les fêtes de village, ou dans des endroits où éventuellement il n'y a pas un rond et où il y a des subsides
municipaux qui sont coupés. Enfin, voilà. Ouais, Moi, je me pose beaucoup de questions là-dessus, hein. bien sûr. Bah, par exemple, dans mon petit village, on est 600 habitants, là, en Touraine, peut-être même plutôt 500 maintenant. Par exemple, il y a une bibliothèque. Je crois que si la bibliothécaire, elle voit 3 personnes dans la semaine, c'est le grand maximum, quoi. La culture au milieu rural, enfin la culture telle qu'on la conçoit, c'est-à-dire livresque finalement, passant par l'écrit, finalement, c'est pas très très simple. Je pense que ce qui est important, c'est de s'intéresser aux gens. En fait, c'est la première chose, quoi. Je vois par exemple en bas de chez moi, j'ai un terrain de 1000 m², et puis après il y a une vallée qui est entendue par un jeune agriculteur qui était un peu le leader de la FNSEA du coin. Quand je suis arrivé ici, il y a 10 ans, par ailleurs, franchement, il est très sympa, quoi. Mais il avait dû lire que je m'intéressais à l'écologie. Il me fait un gros discours. J'ai même pas pu en placer une. J'avais rien dit. Donc, comme quoi, ben, ils étaient persécutés parce qu'il y avait des contrôles sans arrêt, etc. Que c'était eux qui nourrissaient le monde, etc., 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 etc. Bon. Donc, j'ai laissé vider son sac. Je n'ai pas pu en placer une, hein. C'est pas vraiment qu'il était en colère, c'est qu'il se justifiait de choses que je n'ai même pas demandé. C'est très intéressant, finalement. On s'est revu une seconde fois, du genre 6 mois après. Et là, il a été beaucoup plus calme. On a commencé à pouvoir échanger, etc. Voilà. J'ai commencé aussi à mieux comprendre son métier, à essayer de comprendre son point de vue, etc. Je pense que, de toute façon, que ce soit dans une grande ville ou au milieu rural, il faut s'intéresser aux gens, voilà. Les écouter, les comprendre. Il y a des choses que je peux comprendre, par exemple, de la part de certains agriculteurs par rapport à l'Office français de la biodiversité, et qui ne sont pas forcément sur les contrôles, parce qu'on sait très bien qu'il y a énormément peu de contrôles, quoi. Voilà. Mais c'est comment se comprendre, hein. C'est super important. Moi-même, par exemple, d'une manière très très pratique, pour remplir les dossiers de l'OFB, j'ai besoin d'explications de texte, quoi. Alors que c'est quand même mon boulot, normalement. Donc, j'imagine, si moi j'ai besoin, tout en m'y connaissant, qu'on m'explique au moins 4 fois, quoi, j'imagine que l'agriculteur, quand il se trouve face à des gens qui ne parlent pas du tout le même langage que lui, il peut très mal le prendre. Voilà. Et ça, c'est des choses qui sont réelles. C'est-à-dire la sémantique aussi, non seulement l'intérêt qu'on porte à l'autre, mais la sémantique qu'on emploie, c'est super important. Si la personne, on engage sa confiance par ce rapport intime, finalement, qu'on a, généreux, avec de l'amour, finalement, si je puis dire, c'est ça la fraternité, a priori. Là, déjà, il va quand même mieux ouvrir son oreille, quoi. Alors, c'est pas toujours possible. On va pas être à convaincre, je sais pas, 66 millions de Français un par un. Mais de toute façon, beaucoup de choses, oui, se passent par le un par un, par ce que les gens ressentent, au fond. Après, si on leur dit non pas il faut que, mais si on leur dit pourquoi pas, et pourquoi pas discuter de ça, c'est-à-dire que l'écologie devient un sujet de discussion et pas un sujet d'affrontement, où la personne est certaine qu'elle va être écoutée et peut-être même comprise, ça va changer beaucoup de choses. Je pense qu'il y a eu trop d'écologie de il faut que, il y a qu'à, et si vous m'écoutez, vous êtes gentil, si vous ne m'écoutez pas, vous êtes méchant. Je pense qu'on n'obtient pas grand-chose comme ça. Et ça, c'est un problème de la science ou de la technicité, souvent, de ce que j'évoquais au début de notre rencontre, hein, de penser avec justesse d'ailleurs qu'elle a raison. Et encore une fois, oui, et après, et comment on fait passer cette raison, et comment on la fait comprendre. On en est véritablement qu'au début de cette démarche, en vérité. Parce que les gens ne vont pas seulement adhérer au fait qu'il ne faut pas avoir 1,5 degré de plus de réchauffement. C'est encore faut-il qu'ils soient touchés par ça. Si on ne les touche pas, si on leur fait juste peur, je pense que ce n'est pas du tout suffisant, quoi. Donc, la relation personnelle, on n'en fera pas, et heureusement d'ailleurs, l'économie, quoi. Donc, voilà ce que je peux dire, hein. Après, voyez-vous, j'ai joué 2-3 fois dans mon village, par exemple, depuis 11 ans que je suis là. Là, j'ai fait une proposition dernièrement, ça a été refusé. Voilà. Rien n'est gagné à l'avance. Je suis venu avec Alain Bougrain-Dubourg. Il y avait des chasseurs qui n'étaient pas forcément d'accord. Voilà. C'est intéressant, tout ça. Voilà. Et après, oui, on ne déplace pas des foules dans mon petit village de 600 habitants. Si on déplace 60 personnes, c'est déjà beaucoup, quoi. L'important, c'est qu'on soit là aussi. L'important, c'est qu'on soit là.
Oui, ben oui, forcément, parce qu'il Ah faut ouais. qu'il soit Mais repère. carrément, c'est ça. Voilà, Là, vous existez, vous êtes un repère, vous avez un travail, vous avez des études. Pour ceux qui sont tentés par ça, vous êtes des points d'ancrage. Voilà, il faut multiplier ces points d'ancrage. Ce ne soit pas toujours les scientifiques ou admettons les pianistes, mais un tas de gens. Comme je disais tout à l'heure, je pense qu'il faut qu'il y ait, je sais pas, un plombier qui soit repère, un policier qui soit repère. Et vous, l'autre fois, on a fait une conférence très intéressante avec Thomas Braille à Sciences Po à Rennes cette fois-ci. Donc il y avait dans la salle environ 70-80 étudiants, étudiantes surtout, beaucoup plus de filles. Et à la fin, bon, beaucoup de gens viennent nous parler. Et puis il y a un jeune homme, mais qui, s'il avait pu raser les murs, il l'aurait fait, qui vient me voir et qui me dit à voix basse, voilà monsieur, j'ai adoré ce que vous avez dit et ouais, je vais tout vous dire, moi je fais une école pour être commissaire de police. Je dis, c'est super. Il dit, bah, il ne faut pas que vous croyiez, hein, mais tout le monde n'est pas comme ces policiers qui tapent sur ceux qui montent dans les arbres pour les défendre. On est beaucoup à penser comme vous, donc continuez, allez-y. Hein. Et puis c'est quasiment enfui, quoi. Et c'est très intéressant. Voilà. Et plusieurs fois, Thomas m'a dit qu'il a été mis en garde à vue, par exemple. Donc là, on est dans un territoire rural. Hein. Castres, c'est pas la métropole, hein, loin de là. Garde à vue, 48 heures. À la fin, le gendarme qui l'avait enfermé, il le ressort, et puis dit, Monsieur Braille, est-ce que vous pourriez prendre une photo avec moi parce que vous êtes l'idole de mon fils, par exemple. Voilà. Des choses qui sont très très importantes. Voilà, on a valeur d'exemple sans le vouloir, juste parce qu'on est là, parfois. Et ça a beaucoup de poids d'être là. S'il n'y a personne, si les choses sont molles, non déterminées, par contre, on a l'impression qu'il n'y a personne, et là, l'angoisse progresse. Il y a une chose que j'ai apprise avec Thomas Braille, parce que c'est vrai, on est vraiment amis. Pourquoi on est amis? Parce que au départ, mes spectacles, il y a plus de 10 ans, ont commencé avec le soutien des jardiniers espaces verts des villes. C'est-à-dire que je faisais même participer au spectacle. On faisait des sketchs où on associait les sons des outils du jardin au son du piano. Donc le milieu des jardiniers, c'est un milieu que je connais très bien. C'est mes meilleurs amis, en général, sont jardinières ou jardiniers. Et c'est comme ça qu'on s'est bien entendu avec Thomas. C'est sur ce truc de la terre, de l'amour de la terre, de l'amour même de l'effort, même de la douleur en travaillant la terre. Tout ça, c'est des choses qui nous rapprochent. Je ne vais pas aller le voir parce qu'il montait dans les arbres. Je veux dire, il y a plein d'influenceuses, d'influenceurs qui font des choses pseudo-extraordinaires pour se montrer. Et moi, je ne suis pas très, très convaincu. Thomas m'a vraiment convaincu parce que c'est quelqu'un qui légitime. C'est-à-dire, il sait ce dont il parle, il fait ce métier-là, donc il peut en parler bien. Et quand j'ai entendu dans mon spectacle, il a écrit ce texte dont vous avez entendu des briques tout à l'heure. Vous avez entendu, à un moment, il dit « Je suis comme vous ». Je lui dis « Mais nom de Dieu ». Je ne peux pas jouer du pied de la soirée là, mais je lui dis « Au fond, j'ai jamais entendu aucun écolo dire aux autres « Je suis comme vous ». C'est toujours « Moi, je sais » ou « Moi, je suis différent ». Mais on s'en fout, en vérité. Si vous dites aux gens « Je suis comme vous », fondamentalement, là, il parlait de son fils, qu'il a envie qu'il ait une vie belle, etc. Ça, les gens, ils comprennent. Ça, il n'y a pas besoin d'être écolo, il n'y a pas besoin d'avoir fait quelque étude que ce soit pour le saisir. C'est des choses comme ça, je pense, qui peuvent convaincre des gens et du coup, on passe au-delà du clivage, on est sur autre chose. Voilà. En tout cas, moi, c'est une chose qui me passionne, cette façon de persuader par l'humanité, au fond, quoi. Ouais. Ouais. Chercher le point commun avec l'interlocuteur, avec le spectateur, quoi. Trouver comment lui montrer à quel point on se ressemble. Ça, d'une part, et puis aussi, il y a autre chose que nous, c'est notre métier en tant qu'artiste, hein, c'est la séduction. Il ne faut jamais oublier la séduction, c'est extrêmement important. Je veux dire, on n'obtient rien sans séduire. Si on pense séduire les gens en disant que s'ils font ça, c'est mal et qu'ils sont les pires tueurs de la Terre et qu'ils sont des méchants, ben, je vois mal comment on séduit en disant ça. Si on veut séduire les gens en disant que le monde sera encore pire demain, ça ne marche pas non plus. Et c'est comme ça, c'est déplorable. On est d'accord, Patrick, on est complètement d'accord avec toi, il n'y a pas de souci du tout là-dessus. Hein, tu vois, si on est dans ce groupe-là, c'est bien évidemment parce que on est complètement alignés, quoi. Il n'y a aucun souci là-dessus. On est tous
Voilà. Oui, bien sûr, non, mais j'en doute pas. Mais je répondais à la question au niveau personnel. Bah oui. C'est très important de devenir sa propre référence. Voilà. Je pense que c'est très important. Au fond, on a le droit de. La parole ne doit pas être laissée qu'à ceux qui s'y connaissent. C'est une grave erreur. Voilà. Est-ce que vous croyez que tout le monde s'y connaît sur la notion de liberté en France? Pourtant, on va interviewer n'importe qui dans la rue. Si on lui dit, bah, tiens, on va t'enlever la liberté, t'es content, je pense qu'on ne trouvera pas beaucoup d'amateurs. Voilà. Donc, c'est ça que j'appelle faire tirer l'écologie vers un sujet de société et pas vers un sujet de particularité. Voilà. J'insiste vraiment là-dessus. Et il y a du boulot à faire, je crois, là-dessus. C'est important. Le spectacle, toi, tu dirais que c'est de la fiction ou Oui, j'appelle ça, c'est un nouveau conte écologique. Moi, j'appelle ça un nouveau conte écologique. Parce qu'il y a une histoire, voilà. On part vaguement de l'histoire de Fontainebleau de George Sand, mais qu'on la transforme. Après, la jeune fille que vous voyez en criant tout à l'heure, c'est une aspirante à devenir présidente de la République. Et elle jure qu'elle va sauver le monde par le technosolutionnisme, etc. Le jeune homme qui joue avec une bétonnière, pourquoi? Parce que je m'étais demandé comment traiter la bétonisation des sols sans dire toujours la même chose. Et ce jeune homme, donc, qui fait l'école du siècle de Chalon, il avait préparé, c'est incroyable, un numéro avec une bétonnière, quoi. Et donc, j'ai écrit un texte avant qu'il arrive en côte, comme un paysan. Et au début, il voit la bétonnière comme une amie. Même, il en tombe amoureux. C'est pour ça qu'il fait une sorte de danse avec elle. Il fait un genre de valse avec elle. Vous n'avez pas vu tout le show, quoi. Et puis, finalement, il va rentrer à l'intérieur. Bon, bien sûr, il a enlevé les pales qui est à l'intérieur de la bétonnière. Et à chaque fois qu'il ressort de cette bétonnière, il va perdre un vêtement. C'est-à-dire qu'il va être complètement mis à nu, au sens propre du terme, par la bétonnière. On a trouvé que c'était une manière symbolique de parler du paysan qui se fait dépouiller de sa terre. Ça peut être pour construire un entrepôt de je ne sais quel Amazon, etc., ou un centre commercial, etc. Parce que ça aussi, c'est vraiment très, très culturel. Je veux dire, le paysan, il perd non seulement sa culture, la culture du sol, mais sa propre culture aussi. Il ne reste plus rien. Il est à poil, quoi. Il n'y a plus rien. Donc, on l'a traité d'une manière symbolique comme ça, volontairement avec quelqu'un qui était voltigeur acrobate plutôt que danseur, parce que je trouvais très intéressant que le corps soit mis en valeur en tant que tel, pas sublimé finalement, travaillé certes, mais pas sublimé. Donc pas un second degré, mais un premier degré, ce qui n'empêche pas qu'il y ait des savoir, mais le corps pour le corps, au fond, voilà, avec sa souffrance, avec sa beauté aussi. Et ça, c'est un moment où il y a des gens qui pleurent à ce moment-là. Quand Thomas dit son texte, beaucoup de gens pleurent, etc., etc. Ce que je voulais, c'était toucher par l'émotion. Voilà, c'est très important pour moi, parce qu'au fond, tout le monde, le reste, tout le monde est vaguement au courant. Donc, qu'est-ce qu'on ajoute de plus? Pas grand-chose. Ce qu'on peut ajouter là-dedans, c'est peut-être de l'amour et de l'émotion. Et c'est ça qu'on cherche. Bon, Trop bien. c'est super. Écoute, merci en tout cas pour cette présentation, hein. C'est un plaisir. Merci Patrick.